of the thing. I think it rips through your clothes when it takes you over. Bonjour, je suis Guillaume de l'association Miskatonic et je vous souhaite la bienvenue sur l'antenne de Radio Migo. On vous propose aujourd'hui une rencontre, une discussion avec Maxime Ledin pour parler du projet Le Pacte d'Innsmouth, développé par le studio Eldercraft, actuellement en financement participatif sur Ulule. On parlera d'Innsmouth, de Lovecraft évidemment, jeux de rôle, livres dont vous êtes les héros et bien d'autres choses. Allez, c'est parti. Je te laisse commencer. Ouais, bah alors déjà pour commencer, alors c'est un peu classique, mais est-ce que tu pourrais te présenter, déjà voir à qui tu es, ce que tu fais, Ouais. ton parcours? Eh ben, écoute, je suis donc alors Maxime Ledin. Je suis principalement traducteur. Donc, vraiment, voilà, c'est mes revenus viennent de la traduction. J'ai commencé par traduire des nouvelles fantastiques dans le fanzina, avec un fanzine qui s'appelait Borderline. Donc je salue tous les anciens participants, puisque le fanzine n'existe plus, mais ça a été vraiment ma porte d'entrée dans l'édition, et j'y suis arrivé vraiment par le fantastique, et déjà par mon amour pour Lovecraft, puisque j'avais rencontré le fondateur Lionel Bénard dans un salon, et tout de suite j'ai accroché. Je me suis dit, c'était la première fois que je voyais un fanzine exclusivement dédié au fantastique en français, et ça me faisait très plaisir. J'ai voulu y participer, mais j'avais pas la plume, je me sentais pas capable d'écrire, et donc j'ai très vite, parlant anglais, j'ai essayé je me suis mis à traduire. En parallèle, j'ai une grande passion pour les comics et la bande dessinée en général, et donc j'avais préalablement traduit quelques comics, et donc très rapidement, avec un pied dans l'édition, un pied dans les comics, un pied dans l'édition, on va dire, de livres, j'ai fini par traduire de plus en plus de nouvelles pour ça, et puis finalement j'ai été repéré entre guillemets par les éditions Brajlon, et je traduis depuis 10 ans pour eux, notamment pas mal de sagas de fantasy, avec des auteurs très chouettes, entre deux sagas de fantasy au long cours. Donc, dans les sagas de fantasy, j'ai un personnage comme Anthony Ryan, qui est un auteur avec un vrai souffle très, très chouette, de la bonne fantasy. C'est honnête, je pourrais pas dire, bref, voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'ai pu traduire des trucs, voilà, avec Brajlon m'a proposé de traduire des trucs très très chouettes, notamment évidemment Lovecraft, qui a été mon grand, mais on en reviendra peut-être là-dessus après. Plus récemment, j'ai pu traduire Alice au pays des merveilles dans un autre style de défi de traduction. Et puis à côté de ça, en parallèle, j'ai rejoint le studio Macma, qui est un studio de création et de traduction de comics et de bande dessinée en général. Et donc pour eux, je traduis pour divers éditeurs, mais là notamment beaucoup pour Urban, et j'ai eu la chance de pouvoir traduire de très très chouettes bandes dessinées, notamment la genèse de Swamp Thing. Ils ont très vite compris que j'avais un goût pour les phrases un peu gothiques, et donc ils m'ont mis sur Swamp Thing, mais ils m'ont mis sur des auteurs assez littéraires, du genre Grant Morrison, sur la Doom Patrol, très délirant, très très fun, et des choses plus contemporaines et très agréables aussi, comme Sheriff of Babylon, que j'ai adoré, que je conseille à tout le monde. Donc voilà, là je suis très heureux parce que je peux travailler à la fois dans les romans, donc avec des phrases, voilà, une autre façon de traduire, et puis les comics qui sont plus sur le dialogue, souvent plus péchus, mais ça n'empêche pas souvent des structures et des casse-têtes de partout, quoi. J'imagine. Donc voilà. Donc, voilà, c'est vraiment la traduction, ma passion, vraiment, j'adore ça. Ouais. Et la rencontre avec Lovecraft, elle s'est fait comment pour toi? Enfin, pas classiquement. Enfin, je sais. Enfin, souvent c'est par le jeu de rôle à l'adolescence, et puis on part sur les bouquins. Ça se fait comme ça pour toi, ou c'était une autre approche? Ça s'est passé comment? Alors, ça a été à l'adolescence, évidemment, comme tu dis, ouais, comme beaucoup, hein, vraiment. Alors, en fait, ça s'est fait en deux temps, on va dire. La première fois, j'ai eu de la chance d'avoir alors c'est un peu paradoxal, j'avais ma mère était une grande lectrice même elle lisait tout, polar, tout ça, une grande lectrice de genre, et elle avait adoré Lovecraft étant jeune, et ça lui avait vraiment fait peur. Et donc, moi, elle m'avait fait lire beaucoup voilà, il y avait du Stephen King à la maison, des choses comme ça, donc je lisais un petit peu tout. Et puis, vu que j'étais sans doute un peu précoce et un peu branleur, vers 12-13 ans, je me suis dit, je vais lire des trucs super compliqués. Enfin, vers 11-12 ans, je me suis mis à lire du Edgar Allan Poe. Alors, j'adorais Edgar Allan Poe parce qu'il y avait ça a réveillé une sorte de fibre proto-gothique en moi. Donc, si j'aimais
regarder au loin, prendre des pauses un peu débiles. Et puis un jour, ma mère en a eu un peu ras-le-bol et elle m'a dit, bon, écoute, c'est bien gentil tout ça, mais tu veux un auteur qui fait vraiment peur, tu veux vraiment, voilà, moi, elle m'a mis du Lovecraft dans les mains. Et alors, je pense qu'on était complètement, c'était vraiment la grande époque Folio Pocket, enfin Folio et Pocket, et donc je crois que mon premier recueil, c'était L'horreur dans le musée. Voilà, je ne Ouais. vais pas me dire de bêtises, je crois que ça va être L'horreur dans le musée, je me souviens encore, voilà, la pochette avec Sud Mac, la Ouais, pochette les argentée. couvertures Il y grises avait comme vraiment, ça. Ouais. ouais, ouais, il y avait vraiment quelque chose de très chouette et je l'avais lu en vacances. Et donc, je l'ai lu dans un environnement le moins propice à lire de Lovecraft. Je l'avais lu sur la plage en Bretagne. Et donc, Ouais. je me souviens, il y avait une grande plage et donc, il y avait tout le monde qui batifolait autour. Et ça, je me souviens vraiment, c'est vraiment, ça restait très, très vivace. Donc, j'ai cru que ma première nouvelle, ça devait être En rampant dans le chaos, la première chose que j'ai lue. Donc, du coup, Mhm. qui est une collaboration, je crois, avec. Hazel, avec une dame, mais j'ai oublié son nom, mais bref, et qui est très curieux, mais du coup qui décrit une sorte de cauchemar un peu d'opiomane, un peu baudelairienne, si tu veux, où tu vois la mer, une espèce de vision délirante de la mer, etc. Et plus je lisais, et en fait, voilà, il y avait un truc qui s'est fait vraiment, ça ne m'était jamais arrivé. Et puis, plus ça allait, je voyais, puis je relevais la tête, je voyais la mer autour de moi, toute calme, toute belle, etc. Puis plus je lisais, je la voyais cauchemardesque, complètement ronde comme ça. Et puis, plus ça allait, et je me suis dit, non, mais la mer, c'est dangereux, en fait. Je me dis, mais Ah oui, c'est là, on clair. joue, Ouais. on est autour, mais en fait, il y a des Mhm. choses En inconnues, dessous, ça sous la abîme. surface, on sait pas trop. C'est Oui, ça, c'est ouais, on voit ça. la Ouais. surface et on joue au bord, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait à jouer, Mhm. à batifoler, voilà. Et en fait, rien que ça, tout d'un coup, en quelques. Tu vois, la nouvelle est très courte, hein, c'est un poème en prose, hein, presque en plus. Mhm. Euh, et j'ai eu quasiment l'intégralité de l'expérience, entre Mhm. métaphysique Lovecraftienne, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te retrouves à la fois confronté à l'immensité de Ah, quelque le chose, vertige, oui. Ouais. voilà, le vertige exactement que tu ne Mhm. soupçonnais pas, et puis tout d'un coup au ridicule humain, si tu veux, qui Mhm. fait des châteaux de sable au bord, sans se douter C'est que ça, oui. Ah tu oui. as des créatures partout. Et donc, Mhm. ça m'a vraiment choqué. J'ai adoré ce recueil, je l'ai lu dans la semaine, et puis j'ai dû continuer. Ensuite, a eu une pause et ça m'est revenu au lycée où j'avais rencontré un copain à moi, Arnaud, un grand copain, qui était un fondu de Lovecraft. Et tout d'un Mhm. coup, ça m'est revenu, on s'est mis à discuter énormément. Et donc finalement, le jeu de rôle est arrivé après, je l'ai découvert plus tard, mais ça a vraiment été un choc littéraire d'abord comme ça, puis une redécouverte ensuite D'accord, ouais, à deux par jeu avec de un rôle. ami, quoi, vraiment. Mhm. Euh, mais ouais, voilà. Ok. Alors justement, propos de jeu de rôle, tout ça, bah, comment est-ce que tu t'es retrouvé, toi, embarqué dans le projet de RPG Book, le Pack Dispose, comment tu t'es retrouvé embarqué là-dedans, en fait? Bah écoute, ça s'est passé en traduisant pour Brajlon, je pense qu'ils ont dû, à force de me filer, ils m'ont filé pas mal de bouquins, et dès qu'il s'agissait de décrire des monstres, et je pense je dois avoir une façon de construire des phrases, et à un moment, quand Lovecraft est tombé dans le domaine public, ils se sont dit, bon, allez, on va proposer à Maxime, et à Mhm. moi, et à Sonia Kemener aussi, qui est Oui. la co-traductrice sur ce premier recueil. À mon grand malheur, j'ai pas pu traduire les deux suivants pour des raisons de planning, mais c'est Arnaud Demaegde qui les a Mhm. traduits, qui les a très bien traduits d'ailleurs, hein, j'aime beaucoup. Mhm. Euh, qu'est-ce que je voyais, Sonia, et donc voilà, on était deux traducteurs, et je pense que c'est par rapport à ça, et puisque j'avais déjà dû faire comprendre que j'étais une sorte de gros geek qui adorait à peu près, enfin voilà, que j'aimais beaucoup les jeux aussi. Je suis un grand fan de jeux de société de livres dont vous êtes le héros notamment, mais ça, elle ne le D'accord. savait pas à l'époque, mais voilà, Mhm. on en parlera peut-être. Mais quand Brajlon, à un moment, alors pas quand Brajlon, mais oui, c'est parti de Brajlon, Sébastien Moricard, qui maintenant dirige la société Eldercraft, qui Mhm. édite ces nouveaux jeux, faisait partie de Brajlon et avait eu cette idée de créer des sortes de livres dont vous êtes le héros, jouables à Mhm. plusieurs et qui pouvaient à terme se transformer en RPG. Il m'a très vite, c'est lui qui a pensé à adapter le Cauchemar d'Innsmouth. D'accord. Et je trouve qu'il a eu une excellente idée parce que de Mhm. toutes les nouvelles de Lovecraft, c'est clairement celle qui s'y prête le mieux d'un point de vue pur. Et donc, sachant que son idée, s'il m'a contacté, en fait, c'était principalement parce que j'avais été le traducteur de la nouvelle au sein de Brajlon. Et donc, il s'était dit,
son expérience, il avait aussi envie d'offrir une expérience littéraire, pas seulement ludique. D'accord. Donc, son expérience littéraire, c'était vraiment de pouvoir revivre la nouvelle dans les mots de Lovecraft, mais que si on faisait d'autres choix, on pouvait aller ailleurs. Et dans ce cas-là, il fallait, du coup, ça aurait été fait très bizarre d'avoir le texte Lovecraftien, et puis quand on change de pièce ou quand on change de zone, entre guillemets, on se retrouve avec une écriture un peu complètement neutre ou autre. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, voilà, contactons un des traducteurs de Lovecraft. Et ben, j'ai été ravi parce que ça m'a permis de faire, voilà, ça m'a permis de, moi, je l'envisage à la fois comme un jeu, comme une exploration, moi, enfin voilà, et puis aussi vraiment comme un vrai pastiche littéraire. Enfin, j'espère vraiment que les gens s'amuseront aussi d'un point de vue voilà, purement littéraire, à voir qu'est-ce que ça peut donner un peu les idiosyncrasies Lovecraftiennes. Ouais, justement, ce que tu es resté dans le style d'écriture de Lovecraft. En fait, oui, il y a un côté pastiche, mais dans le sens positif du terme, on va dire. Donc, t'as pas cherché à faire quelque chose de contemporain, tu es vraiment resté dans l'esprit Lovecraftien, dans Ah le oui, style bah, d'écriture. si Dieu, c'est la nouvelle de Lovecraft, on est dans Innsmouth et on est vraiment, oui, j'ai tout fait pour que bah voilà, me dire en gros, sans me hausser du col, hein, je dis ça, mais c'est vraiment Oui, si bien sûr. Lovecraft avait dû, si Lovecraft avait dû étendre sa nouvelle, bah, voilà, j'ai essayé de me rapprocher, j'ai essayé de rester dans cet esprit-là, vraiment en me disant, c'est à la fois, et donc c'est d'où l'hommage, d'où l'aspect hommage du bouquin, c'est-à-dire que, comme je te disais, j'ai essayé de concentrer, de ne pas déborder, ne pas rajouter des chiens de Tadalos, des machins comme ça, comme ça peut être, voilà, mais comme dans un livre, un scénario de JDR, bah, des fois on peut se dire, allez, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Là, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur la nouvelle, et comme aussi on l'évoquait, Lovecraft a cette puissance et a cette profondeur, il y a une vraie résonance dans ces textes qui fait que plus on les regarde, plus on les lit, souvent, bah, plus on découvre quand même d'aspects, des profondeurs, on peut vraiment creuser dedans. Bon, alors, la profondeur sans jeu de mots, hein, dans le cas d'Innsmouth, mais avec cette idée que vraiment, Innsmouth est parsemé de petits indices et de petites choses qui suggèrent un plan plus large. Il y a une scène que j'aime beaucoup quand le personnage fuit, qu'il est sur South Street et qu'il regarde la mer, et tout d'un coup il voit des rameurs. Donc on voit effectivement les profonds qui s'approchent, mais il voit des rameurs, et sur une espèce de chaloupe, une forme sous bâche, sous une toile. Il la décrit. À aucun moment on sait ce que c'est, à aucun moment. Alors moi, du coup, j'ai essayé de déduire ce que c'était, mais les indices sont parsemés dans la nouvelle. Mais il y a plein de choses que Lovecraft parsème sans forcément suivre toutes ces pistes jusqu'au bout. Et je pense que c'est prévu. Et donc, alors, pareil, voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, on a un pool de personnages assez limité dans la nouvelle d'Innsmouth elle-même, parce que finalement, tous les autres personnages, à part Joe Sargent, le conducteur du bus, et bah, peut-être l'épicier et Zadok Allen, évidemment, sont des figurants, ou alors des figurants, ou alors après il y a aussi le prêtre de Dagon, mais voilà, j'ai essayé, bah, du coup je me suis raccroché à tout ce qu'il y avait. J'ai rajouté par endroits, mais de très rares choses. Enfin, j'ai rajouté, forcément, il fallait que je fasse vivre un petit peu Innsmouth, mais voilà. Mais moi, je m'étends un petit peu sur le truc, mais tout ça pour te dire que si on m'a proposé ça, en tout cas, c'était vraiment d'abord dans cet objectif de garder une langue, de vraiment sur la langue, le travail sur la langue du. D'accord, ouais. Voilà. On n'est pas dépaysé, on va dire, on reste en territoire connu par rapport aussi à tout ça. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai l'impression que tu as tiré un petit peu tous les fils de la nouvelle. Donc, tu évoquais justement cette chose sous la bâche, ce personnage. Est-ce que du coup, ce qui était dans le texte de Lovecraft, donc tu l'as utilisé, mais tu es allé un petit peu plus loin, donc tu as rajouté des choses, j'imagine. Est-ce que tu peux parler de ça? Sans trop le dévoiler, évidemment. Alors oui, je vais essayer sans trop le dévoiler, évidemment. Alors, bah, il a fallu, donc ça je peux le dire sans mal, donc, la nouvelle, on connaît, commence à Newburyport et puis se décale, se déporte à Innsmouth. C'est un aller raté vers Arkham, c'est l'effet David Vincent un peu, quoi, parce que quand c'est ça, ouais. Donc j'ai un peu développé le premier chapitre à Newburyport pour qu'il soit une sorte un peu de chapitre introductif qui permet de, voilà, on peut, et donc voilà, vraiment aussi techniquement, alors à part quelques coupes, parce qu'évidemment la nouvelle est plus longue, mais techniquement, on a quasiment l'intégralité de la nouvelle dans le bouquin, sachant que en soi, pour te donner une impression, on a à peu près, en gros, le livre, c'est 20% de Lovecraft et 80 autres % sont de l'invention, ou en tout cas, on est vraiment sur un livre assez épais, je crois, on est autour de 400 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà.
Oui, oui, c'est du gros. Alors, parce que j'ai fait, je t'expliquerai aussi après comment, d'un point de vue ludique, j'ai essayé de proposer quelque chose qui permettait plusieurs pistes, en fait, de pouvoir le rejouer en fait au moins une fois ou deux pour explorer tout. Mais alors voilà, en fait, c'est vraiment un chapitre comme la nouvelle, si tu veux. Le premier chapitre, A New Report, mais donc qui sert un peu de chapitre introductif. Le deuxième, qui est l'exploration d'Innsmouth. Alors là, on s'est amusé. Je me suis dit, bon, bah voilà, on a Innsmouth, dans la nouvelle, on a vraiment un parcours quasiment presque intégral là. Je me suis dit, bon, bah, il faut que les personnages, que nos joueurs puissent s'y rendre. Et donc, on a eu l'idée d'avoir un plan d'Innsmouth. Ce plan permet aux joueurs d'explorer. Malheureusement, chaque exploration coûte du temps. Ils ne pourront pas tout explorer. Mais en tout cas, on explorera les choses, ce que voit dans la nouvelle. Par exemple, quand il est dans les quartiers Est, Robert Olmsted, enfin, voilà, le narrateur en tout cas, qui n'est pas nommé, mais dont on connaît le nom, se promène et aperçoit plusieurs églises. Moi-même, dans ces moments-là, donc là, quand il se promène, j'utilise les descriptions de Lovecraft, mais à un moment, je propose de pouvoir tenter d'entrer dans les églises. Alors, donc, on explore vraiment tous les possibles qui sont offerts quand on lit le texte traditionnel, entre guillemets, quoi. Voilà, j'ai essayé d'en mettre le plus. Alors évidemment, on reste dans un livre. Évidemment, oui. Il n'y a pas l'effet jeu vidéo ou même RPG, bien sûr. Un RPG permettrait encore plus de liberté, mais là, je me dis que j'ai essayé d'explorer les pistes les plus précises. Et puis, c'est surtout tout ce passage-là m'a permis de vraiment m'amuser aussi d'un point de vue architectural, parce que Lovecraft était un grand amateur. Et donc, voilà, j'ai essayé de rendre ça, vraiment qu'on sente la ville autour de soi, parce que ce chapitre-là peut paraître. Moi, j'adore les descriptions de Lovecraft, j'adore le début de la montagne, des montagnes hallucinées, même avec les descriptions qui paraissent parfois fastidieuses du matériel, de l'installation du campement, mais j'adore parce que on sait très bien que plus il s'installe et on sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'on va revoir ces choses-là. Et avec Innsmouth, il y a cet effet incroyable de jour-nuit, quoi, si tu veux, parce que ce qu'on voit quasiment dans la journée, on va le retraverser. Alors finalement, non, parce que dans la nouvelle, on ne retraverse que le quartier sud-ouest, je crois, dans sa fuite. Mais c'est incroyable. Enfin, bon, c'est incroyable. Et donc, j'ai essayé de faire ressentir ça, mais en l'étendant. Ensuite, il y a la rencontre avec Zadok Allen qui donne les clés un petit peu de l'histoire. Ça, voilà, on peut y aller, mais on peut aussi le louper. On verra comment. Et puis, bien sûr, il y a la pension Gilman qui est un bijou Enfin, voilà, c'est merveilleux. C'est pour ça, je pense que la nouvelle était parfaite pour ce genre d'exercice, puisque on est vraiment sur une nouvelle presque d'action et de survival, quoi, si tu veux. Oui, parce que je me posais la question, effectivement, pourquoi avoir choisi Innsmouth plutôt qu'une autre, mais effectivement, comme tu l'as évoqué, c'est vraiment, il y a un côté survival, enfin une course-poursuite, donc on imagine très bien pouvoir faire vivre ça personnellement, quoi. C'est ça qui est super intéressant. C'est ça, et puis narrativement, il y a tout, puisqu'on a l'enjeu principal du personnage, c'est aller à Arkham, etc. Alors après, j'ai créé 5, en gros, il y aura 5 personnages jouables, donc 4 supplémentaires en plus de Robert Olmsted. Mais on a vraiment, voilà, c'est découpé parfaitement. Enfin, genre, le mystère qui est posé à Newburyport avec le préposé de la gare et puis voilà, Joe Sargent qui plante le personnage, enfin, il le plante après, mais voilà, la ville qu'on explore petit à petit avec l'espoir de repartir, si tu veux. Et puis, quand on se retrouve coincé, ben là, voilà, tout d'un coup, les événements s'accélèrent. Il y a vraiment, d'un point de vue dramaturgique, la nouvelle est parfaite pour faire vivre ça. Détaillé pour, quoi, quasiment. Quoi. C'est ça. Et alors, donc, toute la fuite, elle est respectée, mais j'ajoute énormément d'options. Il y a plein de façons différentes de s'enfuir. Et j'ai rajouté un chapitre entier en plus, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce qui se passerait si les personnages se faisaient attraper? Parce que c'est quand même tout le cœur de la nouvelle. On se retrouve avec évidemment, oui. Il y a la ville sur les trousses, mais qu'est-ce qui se passerait s'ils se faisaient avoir? Et c'est là que je propose un chapitre entier qui est assez conséquent. Donc il y a plein de choses qui sont inventées, qui sont rajoutées autour dans les autres. Et là, on a un chapitre entièrement inédit. En plus, mais encore une fois, que j'ai essayé de garder le plus dans l'esprit, en tout cas dans mon interprétation, bien sûr, de l'esprit de la nouvelle, en essayant de proposer aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est profond, parce que
qu'est-ce que c'est que ces profonds, comment est-ce qu'on peut les mettre en rapport avec aussi avec le racisme de Lovecraft. C'est-à-dire que Lovecraft les présente comme une sorte Ouais, c'est d'ignominie. ça, oui. C'est une question que j'avais prévu de poser. En fait, voilà, c'est parce que Lovecraft, on peut lire la nouvelle comme ça, c'est effectivement comme un survival, on va dire, voilà, contre entre guillemets les profonds, mais aussi, évidemment, maintenant, puis c'est autant plus prégnant maintenant en 2021, voilà, avec tous les mouvements actuels, c'est le racisme de Lovecraft. Donc, comment est-ce que toi, tu évoques ça, parce que quelque part, les profonds, ça exprime aussi la peur de Lovecraft par rapport à l'autre, sa xénophobie, sa peur du métissage, quoi. Comment est-ce que tu as abordé ça, toi? Est-ce que tu en parles? Est-ce que c'est, voilà? Ah oui, j'en parlais, je cite clairement, et alors je le cite à plusieurs reprises, mais malgré toute mon admiration, mais je pense comme pour énormément de gens, le racisme de Lovecraft reste une sorte un peu d'angle mort, parce que comme presque une occasion manquée, parce qu'on se dit, mince, cet homme si intelligent. Alors, à une différence près, c'est que je suis, je me considère progressiste, mais il y a un distinguo à faire, et je pense que quelqu'un comme Cédric Monget, je ne sais pas si tu vois Cédric Monget, si tu as lu un peu ses textes, qui est Cédric Monget, c'est un critique Lovecraftien français qui a publié un très très bon bouquin qui s'appelle Le Dernier Puritain à la Clé d'Argent, chez la Clé d'Argent, et qui a fait d'autres trucs là-dessus, et qui a le mérite, je trouve, et ça va paraître curieux, moi je m'estime entre guillemets progressiste, et tout ça, mais qui a le mérite de vraiment faire le distinguo entre le conservatisme de Lovecraft et son racisme. Alors que souvent, les choses sont mélangées, qu'il y a beaucoup de lecteurs de Lovecraft de gauche, ou notamment issus de ce Lovecraft, qui mélangent un peu les deux en se disant, ah, c'est dommage, Lovecraft est incroyable, mais c'est dommage qu'il ait eu ces idées politiques-là. Alors après, on explique que ces idées politiques ont évolué, mais que son racisme n'a pas. Mais vraiment, il y a vraiment un distinguo. Cédric Monget a l'avantage encore que le conservatisme de Lovecraft fait peut-être aussi partie de sa poétique, et de sa façon de raconter. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Mais son racisme alors, on ne peut pas dire il est inexcusable, mais si tu veux, d'un point de vue scientifique, pour quelqu'un d'aussi lettré scientifiquement, déjà à son époque, le racisme à la Gobineau était capoute, quoi, ça n'existait plus, ou ça existait. Voilà, c'était. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant d'en parler. Donc, par rapport aux profonds, les profonds rejoignent tout un vrai courant chez Lovecraft, mais qui est encore plus passionnant que son racisme, c'est-à-dire que c'est la peur d'étranger, mais c'est la peur d'étranger en soi. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'on avait ça chez Arthur Jermyn, on l'a vu aussi, mais voilà, cette espèce donc, il y a deux choses. Il y a à la fois, il y a effectivement la peur de l'autre, de l'autre règne, parce que là ça va carrément sur un autre règne du vivant. Mais donc il y a cette part de l'hybridation qui est vraiment cette crainte voilà, il y a l'autre qui fait peur, mais quand la chose se mélange, alors déjà excuse-moi, il y a plein de choses à faire, plein de choses à dire là-dessus, donc c'est vraiment forcément. Il y a l'autre. Il y a la mutation, l'hybridation, de mémoire, dans l'appel de Cthulhu, il y a le personnage le plus terrifiant que Lovecraft peut imaginer, je crois, c'est un juif à la bouche négroïde, si tu veux. Alors là, une sorte de combo chez Lovecraft. Il a aligné tous les clichés. C'est ça. Et donc, il y a l'autre, il y a la mutation, l'hybridation, et il y a pire, c'est quand l'hybridation arrive chez l'américain, quoi, dans le cœur. Et donc, quand elle est, comme dans le cas de Robert Olmsted, où alors elle est en plus héréditaire, et ça on le remarque, et donc avec cette idée de dégénérescence et finalement de sortie de la civilisation, puisque chez Lovecraft il y a quand même aussi cette articulation vraiment entre la civilisation et la sauvagerie, et finalement qu'une forme de dégénérescence ou de communauté. Moi, par exemple, une nouvelle que j'aime beaucoup, qui est un peu grandiloquente, mais que j'aime beaucoup, c'est la peur qui rôde, ou avec la famille Martens qui finalement se dégénère totalement dans son coin, et qui, de mémoire, pour moi, j'ai comme l'impression que Lovecraft aussi presque invente un petit peu toutes ces peurs un peu des années 70, avec le massacre à la tronçonneuse, avec les rednecks, ou la colline à des yeux. Dunwich aussi, on y retourne un petit peu aussi, voilà, c'est les côtés un peu les ploucs entre guillemets de la campagne, quoi, voilà, ce côté un peu. C'est ça, mais en fait, c'est plus que des ploucs, quoi. C'est devenu, ils sont devenus autre chose, quoi. Oui, ils se sont transformés. Et finalement, cette vision de l'autre,
chez soi, en soi, et finit par faire un abîme, si tu veux, en soi, dans quelque chose qu'on croyait ancré. Et c'est ce que vit Robert Olmsted à la fin de cette nouvelle. Et donc, je trouve ça c'est à la fois passionnant, parce que finalement, ce racisme, en tout cas cette peur de l'hybridation, c'est pas comme ça, arrive à créer un nouveau vertige, tu vois, un nouvel abîme, c'est-à-dire que tu pensais être pur, pur entre, alors là, on va parce que tu pensais faire partie de ta pure identité, sachant que, comme tu disais aussi, maintenant le terme d'identité continue à être invoqué souvent, etc. Là, cette pureté ouvre un abîme en soi, un précipice, et dans lequel c'est un nouveau précipice en plus dans lequel tomber, quoi, si tu veux. Tu as celui de l'infiniment grand, l'infiniment du temps. Oui, voilà, c'est un nouveau vertige. On parle souvent du vertige cosmique, puis il y a ce vertige-là, effectivement. Exactement. Et donc, il est passionnant. Mais et ça, c'est quelque chose aussi que Alan Moore avait traité dans Providence. Je ne sais pas si tu as lu Providence, qui est magnifique. Incroyable. Et en fait, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très étonnant, mais tu vois, il y a la notion de la svastika dans Innsmouth, qui serait une sorte de le signe des anciens. Alors, un peu compliqué, mais on évoque à un moment les svastikas dedans. Et puis, le début d'Innsmouth, ou du cauchemar d'Innsmouth, où on raconte effectivement que la ville a été, que le FBI débarque dans la ville, finalement, détruit le récif, met les personnages, met quasiment l'intégralité de la ville et des gens dans des camps. Et je trouve ça très, très, très glaçant, quoi, si tu veux, parce qu'on se retrouve à la fois avec donc c'est à la fois des monstres, mais à la fois, au début de la nouvelle, commence par une épuration ethnique, quand même. Oui, c'est ça. Mais il y a un bouquin comme ça qui existe. Alors, je crois que c'est une autrice américaine, c'est Wintertide, je crois, qui explore ça justement, qui prend le point de vue d'un profond et qui sont une profonde en plus, qui sont internés. Puis, c'est ça qui est intéressant dans la littérature Lovecraftienne contemporaine. Il y a plein d'explorations. On renverse les points de vue. C'est super intéressant. J'imagine que c'est intéressant de vivre effectivement l'aventure du cauchemar d'Innsmouth à travers les yeux globuleux d'un profond. Ce serait une très bonne, à travers les cieux, à travers le masque d'Innsmouth. Non, t'as raison, c'est exactement ça. Je pense que c'est un peu cette inversion que j'ai voulu explorer. Alors, je pense que les lecteurs, il faut aller. J'incite pas les lecteurs à se faire capturer dans le texte, mais sachant que dire que si vous réussissez à survivre au chapitre 3, à la fuite de la pension Gilman, etc., félicitations, parce que c'est très dur. J'ai tout fait pour que ce soit très, très dur. Parce que c'est très dur dans la nouvelle. Le bonhomme, le héros en chie, et puis il s'en sort de peu. D'autant qu'il a la fâcheuse proportion de s'évanouir à tout bout de champ. Oui, ça c'est typiquement la phrase. Mais ça les sauve au final souvent. Oui, oui. N'hésitez. Si vous vous faites capturer, ne faites pas comme dans tous les jeux dans les livres dont vous êtes le héros, où vous revenez au chapitre d'avant. C'est pas grave. Si vous faites capturer, si vous êtes mort, quand on peut mourir dans le jeu, vous le saurez. Mais sinon, laissez-vous capturer. Vous aurez, il y aura quelque chose d'autre. Je ne peux pas trop en dire plus. Oui, évidemment. Alors, à propos du bouquin, je crois qu'il y a plusieurs façons de jouer. Enfin, j'ai regardé sur le LUL, donc il y a une version livre dont vous êtes le héros, une version on peut le jouer à plusieurs, une version vraiment jeu de rôle. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer ça ? Ouais, bien sûr. Écoute, donc ça, c'est vraiment le cœur de l'idée de Sébastien. Et donc, je tiens aussi à dire que ça s'applique à la fois au Pacte d'Innsmouth, le livre dont je suis l'auteur, et à celui, à l'exil qui vient de l'univers Outzer. J'en parlerai un petit peu après, rapidement, mais c'est vraiment ça vaut le coup. Et donc, l'univers c'est deux univers différents, mais c'est la même façon de jouer. Et effectivement, écoute, moi, quand on m'a proposé ça, j'ai tout de suite tilté, parce que les livres dont vous êtes le héros, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais ça a été très très important dans ma vie. Je pense que j'aurais beaucoup moins lu. J'ai découvert les livres dont vous êtes le héros à 8 ou 9 ans dans le CDI de l'école, à une époque où, alors ma mère lisait beaucoup, je l'ai dit, mais je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents. Mes grands-parents étaient des gens adorables, mais mon grand-père tiquait dès qu'il me voyait lire une bande dessinée, ou dès qu'il me voyait, il supportait pas, il me mettait des bouquins. Il fallait absolument, il a dû m'offrir à peu près 5 fois le Lion de Joseph Kessel, que je n'ai toujours pas lu, parce que et donc à la place,
pour qu'ils me lâchent la grappe, j'ai essayé de trouver des livres et un jour, j'ai Mm. découvert les livres dont vous êtes le héros. Et alors là, ils ne pouvaient plus rien dire parce qu'ils ne regardaient pas, mais ils voyaient de loin que ça Oui. ressemblait à un livre et que ce n'était pas une bande dessinée. Et puis moi, ça m'a débloqué totalement. Et je pense que je ne serais pas traducteur si je n'avais pas eu les livres dont vous êtes le héros. Et je D'accord. pense Ah, que, ouais. je pense que ça a fait du bien à beaucoup de monde hein, quand même. Ah oui. Et donc, tout ça pour dire, oui, donc voilà, le livre dont vous êtes le héros, c'est aussi une forme d'un point de vue purement voilà, narratif, de point de vue de la forme, c'est quelque chose que je respecte infiniment. Donc c'est vraiment un double hommage, hein, vraiment. Donc j'espère aussi que les amateurs de livres dont vous êtes le héros, qui ne sont pas forcément amateurs de Lovecraft, prendront leur pied. Donc pour expliquer un petit peu le principe, oui, alors, tu peux le lire tout à fait tout seul, donc tu choisis ton personnage. Les règles sont très simples aussi. On a essayé de faire en sorte que ça soit une prise en main quasi immédiate, quoi, très très rapide. Et tu peux le lire tout simplement de ton côté. Ouais. Ensuite, on peut y jouer à plusieurs. Et ça, c'est vraiment l'aspect que je voulais, voilà, qu'on voulait donner et que je trouvais très très chouette, parce que c'est un peu la nouveauté. Alors, je pense qu'il y a déjà Ah eu des oui. expériences comme ça, mais là, c'est vraiment systématisé, c'est-à-dire qu'on peut jouer jusqu'à 5 pour ce livre-là, et dans l'autre, c'est jusqu'à 4, je crois, de 1 à 4, du coup. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques règles qui changent, mais très peu. C'est surtout qu'il va y avoir des événements dans le livre qui vont dire, si vous êtes tout seul, il se passe ça, si vous êtes plusieurs, il se passe ça. Et puis sinon, ça va être aussi des degrés de difficulté, par exemple, quand on doit crocheter une porte ou crocheter une D'accord. serrure, des choses comme ça. Bah, alors, non, c'est pas un bon exemple, justement. S'il y a un combat, par exemple, et qu'on est tout seul, oui, excuse-moi, si on est tout seul et qu'on se combat, ben voilà, la difficulté s'adaptera. Si on est quatre, évidemment, le degré de difficulté à battre avec les dés sera plus grand. Et enfin, il y a cette notion de ce qu'on appelait de délégué, c'est-à-dire, bah, voilà, notamment le crochetage de serrures. On peut se douter que s'il y a 5 personnes qui essaient de crocheter la même serrure en même temps, ça donne un effet un peu ridicule. Ouais. Donc on s'est dit, non, il serait plus intéressant de désigner dans ce cas-là un délégué. Et donc ce sera un joueur qui va jeter le dé comme ça, et donc avec cette tension un peu qu'on peut avoir dans le jeu de rôle, où bah, en gros, ça va reposer sur toi, quoi, Ouais, la ça, oui, réussite, oui. où voilà, on est plusieurs, et donc après, ça permet aussi aux autres joueurs de te vanner ou de te féliciter ou de ah non, ah oui, ah bah, voilà, d'avoir des effets un peu plus un peu ludiques comme ça. Et sachant que le délégué, quand tu fais une action de délégué, tu reçois le livre, et donc c'est toi qui poursuis la lecture. Sachant que celui qui a le livre, donc le livre change quand il y a ces tests-là précis, qu'il faut désigner un joueur pour effectuer une action précise. Et aussi le livre change quand celui qui lit le livre peut forcer une action. Par exemple, on arrive à un empanchement, une partie du groupe veut aller à gauche, une partie du groupe veut aller à droite, ou alors tout le monde veut aller à gauche, mais le lecteur, celui qui détient le livre, dit non, mais vous êtes fou, on va se faire bouffer si on va par là. Eh bien, celui qui a le livre peut décider non. On décide, c'est moi qui décide, je vais par là. Et à partir du moment où il a pris cette décision, il passe le livre à son voisin. Et ça marche étonnamment bien. Au début, je me disais, oh, ça va être statique. Puis, c'est très différent comme rythme entre la lecture intérieure et la lecture à haute voix. Ah oui, Quoi, oui. hein, c'est quand même différent. Puis, je me dis, il y a aussi des joueurs, il y a des gens qui n'aiment pas lire à haute voix, qui butent sur les mots, qui ne se sentent pas à l'aise. Et bien, finalement, vu que le livre tourne assez rapidement, c'est assez sympa parce que finalement, ça provoque. Tu as des joueurs qui vont rentrer dedans, qui vont être très grandiloquents, des autres un peu plus hésitants, mais qui vont vite se dépêcher de prendre une décision qui va un peu précipiter pour pouvoir passer le livre déjà. Et les autres vont être là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, et finalement, dans tous les tests qu'on a fait, ça s'est très très bien passé à plusieurs. Ah ouais, C'est d'accord. Ouais. vraiment un aspect que je voulais souligner, parce que c'est rare de pouvoir se raconter une histoire hors RPG, hein, justement, on va y revenir après, mais hors jeu de rôle, de se raconter une histoire à plusieurs, tout en jouant, mais là c'est sur un temps long. Alors là, par contre, ce que je tiens à prévenir, c'est qu'on est sur des livres, oui, entre 6, 8 heures. Alors après, Ah oui, la partie peut s'écourter en fonction des choix, un choix malheureux, bien mais sûr, ouais. bon, si vous mourrez, c'est quand même dommage, vous pouvez revenir en arrière, quoi. Et sachant qu'aussi, j'ai fait en sorte de vraiment qu'il y ait plusieurs pistes. Et techniquement, à part quelques zones qui sont un peu des tunnels dans lesquels on se retrouve, l'arrivée à Innsmouth dans le bus, ou peut-être un peu à Newburyport au début, qu'on puisse quasiment faire au moins 2 à 3 parcours complètement différents dans le livre, ce qui permet bah, voilà. Et enfin, la troisième voie, du coup, c'est la voie RPG. Donc ça, c'est vraiment
l'idée de base aussi de Sébastien Moricard, dont la société Eldercraft, le studio en fait, Ouais. est vraiment voué à diffuser le plus largement la pratique du jeu de rôle. Et en fait, son idée, c'est de dire, en fait, voilà, il raconte souvent ça par rapport à sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il était passionné par le jeu de rôle. Ça sans doute arrivé à beaucoup de gens, comme, voilà, je sais pas, peut-être à toi, hein, Guillaume, j'espère. Oui, bah oui, j'en ai fait les samedis comme ça, oui, oui. Mais voilà, toi, tu as l'air d'avoir de la chance d'avoir eu des joueurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui étaient fans de Et, jeux de rôle, mais sans hum, joueurs. ouais, Euh, oui. Et alors, moi j'ai eu la chance, j'ai eu des joueurs, mais enfin, voilà, par contre, ils étaient trop flemmards pour lire un livre de règles, donc j'ai toujours été le MJ. Mais il y a aussi des gens qui avaient des livres de jeux de rôle, qui les caressaient, qui lisaient le Ouais. best-seller, etc., mais sans avoir Hum, l'opportunité d'y jouer. Et lui, ça lui a dit, mais Sébastien, on n'a pas gardé un mauvais souvenir. Il s'est dit, voilà, quand on faisait ça, finalement, on jouait déjà un petit peu. Et en fait, toute cette préparation mentale où on imaginait un scénario, il s'est dit, pourquoi ne pas en faire vraiment un livre? Et donc, en final, la première lecture considérer cette histoire comme un gros scénario, ouais, ouais. scénario Hum, possible, mais très poussé, puisque du coup, on a vraiment, voilà, en tout cas dans le cas du pacte Innsmouth, et c'est vraiment le cas aussi dans l'autre, vraiment quasi toutes les options sont proposées, quasi, hein, parce que dans le JDR, hum. bien sûr, Oui, bien sûr, c'est ouais. la liberté absolue du maître du jeu. Mais donc, dire que la première lecture, en tout cas, si c'est une lecture en solitaire ou même à plusieurs et qu'on a une autre tablée de jeu de rôle à faire jouer, sera comme une sorte de préparation à la partie. Et ensuite, Hum, l'ouvrage se termine par un dossier qui offre au potentiel maître de jeu toutes les clés, voilà, tous les ressorts, tout ce qu'il a pu rater pendant l'histoire, toutes ces questions, tous les enjeux de l'histoire, tous les personnages, et tout en gros pour l'aider à ensuite réutiliser le bouquin hum. pour faire pour faire une soirée jeu de rôle, sachant qu'on lui indique aussi via l'écran, si le personnage prend l'écran qui est magnifique de Jocelyn Granger, qui est un grand super dessinateur, on indique par exemple, voilà, quand vous arrivez à Innsmouth, allez à ce paragraphe-là pour voir si vous avez besoin d'une D'accord, oui, description. oui. Hum, Donc, donc ça permet à tous les MJ, alors débutants ou non, pour les débutants, je pense que c'est vraiment une bonne approche parce que du coup, le livre les aide vraiment. Et puis aussi, et donc avec un système très simple, mais aussi, si on est fan de l'appel de Cthulhu ou d'un autre système, on peut tout à fait l'adapter puisque finalement, ça c'est vraiment comme un gros scénar, quoi. d'accord. Et tu as parlé des artistes, du matériel. Est-ce que tu peux parler un peu des artistes? J'imagine que il n'y a pas que du texte, hein, il y a Ouais. l'illustration, tu Alors, évoqué l'écran, la carte. Est-ce que tu peux un peu parler des artistes qui ont travaillé bien sur le sûr. projet? Alors déjà j'aimerais vraiment avant tout évoquer Olivier Troclé. Olivier Troclé, c'est quelqu'un qui travaillait pour Centre des Tours et qui a été un grand euh, une cheville ouvrière des éditions 6 et 7 de l'Appel de Cthulhu, Mhm. qui a, je pense, été, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois directeur artistique de ces éditions-là, ou un des directeurs artistiques de ces Mhm. éditions-là, et donc il y a un fondu de Lovecraft et un fondu de jeu de rôle, un geek dans tous les coins. Et je voudrais le remercier énormément parce que au début, on a été un peu le duo de choc sur ce projet. On nous avait collés ensemble et moi, c'était ma première expérience d'écriture au long cours et Mhm. aussi de game design, on va dire, entre Ouais, guillemets. ouais. Mhm. Et on a beaucoup, en fait, avec Olivier, on s'appelait, on discutait, on imaginait, et notamment pour les deux premiers chapitres, vraiment voilà, on a eu plein d'idées, notamment alors, l'idée de la carte, l'idée de la façon dont on pouvait naviguer dans Innsmouth, des choses comme ça, qui ont permis d'étoffer, alors non pas le système, mais d'étoffer vraiment, parce que le système est commun aux deux livres, mais ensuite, Mhm. chaque ouvrage de la gamme va tordre un peu le système pour se Mhm. l'adapter. Et avec Olivier, vraiment, on a exploré Innsmouth vraiment à deux. Ça a été très très agréable et j'aimerais beaucoup vraiment le remercier parce que je considère qu'il a vraiment été très 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 important. Enfin, moi, ça me permettait vraiment d'avoir aussi quelqu'un à qui lancer mes idées, recevoir les siennes, Mhm. etc. Et ça a permis de nourrir. Et après, quand j'ai pu m'approprier Innsmouth, j'ai pu vraiment y aller, mais sans Olivier, ça n'aurait pas été possible. Et ensuite, donc Olivier, il sera directeur artistique aussi, hein, je pense. Oui, je crois que c'est ça le terme, directeur artistique aussi sur Mhm. cette gamme. Euh,
Et sinon, il y a alors là, Jocelyn Granger, je crois plutôt que Oui. Jocelyn Granger, qui est un dessinateur de jeux de rôle émérite, qui travaille beaucoup avec le studio Eldercraft, mais qui fait aussi, je crois, des plans pour Cassius Belli, beaucoup, Ah oui, pour ok. Black Books, et qui est impressionnant. C'est-à-dire que Mhm. Jocelyn, il vous envoie des refs, des croquis. Il dit, ouais, voilà, je prévois un personnage comme ça. Ben, j'aimerais bien pouvoir vous montrer, mais il y a peut-être des visuels sur la page, mais là, Oui, oui. Et il envoie un croquis, alors on voit quelques traits, alors je lui décrivais un petit peu les personnages qu'on connaît. Et puis, ok, je vois, j'ai à peu près l'idée. Et puis, il vous renvoie ensuite une illustration qui est à la fois une illustration qui n'est pas vraiment une photo, mais on a l'impression de voir la personne. Il Mhm. arrive à avoir à la fois un côté photoréaliste et en même temps Ah ouais. tout à fait imaginaire, narratif comme ça. Enfin, c'est incroyable. Il est vraiment, vraiment très doué et il a fait un plan d'Innsmouth qui a tombé par terre, euh, Oui, j'ai vu sur le site, on a sur lui, je crois qu'on le voit, et ça, ouais, qui est c'est très vraiment très beau. chouette. Alors Ouais, ça, ouais. même si vous prenez pas le bouquin, Mhm. les amateurs de jeux de rôle dans l'univers de Ouais. Go peuvent prendre au moins l'écran parce qu'il est splendide. Mhm. Ouais, je parle de celui-là, mais après il y a aussi la version, et en tout cas pour l'autre bouquin, c'est Benjamin Carré qui est un grand nom de l'illustration française, qui a fait énormément de choses, qui a dans le jeu de rôle aussi pour les amateurs, Mhm. peut-être qui a illustré Rétrofutur. Je ne sais pas pour ceux qui ont connu Rétrofutur, qui est très chouette, très très chouette jeu de D'accord. rôle. Voilà. Et puis toute l'équipe du studio Eldercraft, il y a aussi Laurie, qui est l'éditrice et donc qui nous a beaucoup, qui a récupéré le projet, qui nous a aidé à le finaliser le texte. Mais bon, on a eu de la chance, c'est que vu que ces textes avaient été préparés en amont, euh, Mhm. c'était presque ficelé, quoi. Il fallait encore Mhm. resserrer quelques boulons, mais c'était prêt, quoi. Donc c'est en tout cas pour dire aussi aux gens parce que ça arrive des fois dans les campagnes participatives, on demande de l'argent et le projet est admis à moitié fait. Là, tout est fait, quoi. Enfin, D'accord. Ouais, il ouais. reste voilà, des visuels, euh, une grosse relecture, mais vraiment typographique, et Mhm. sinon tout le texte, tout le côté, tout est bouclé, quoi. Ça, c'est Parce que assez agréable. j'ai vu aussi qu'il y a du matériel. Enfin, j'ai vu, enfin, dans les paliers les plus hauts, je crois que t'as le bouquin dans une boîte, t'as des dés, trucs comme ça, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Ça, c'est vraiment le kiff d'éditeur de Ouais, Sébastien ouais. Ricard, Ça fait plaisir, hein, euh, sur le projet qui aussi. a, qui a vraiment voulu en faire un bel objet et un objet tout en un, c'est-à-dire qu'on avait tout dedans, avec voilà, un petit tiroir avec les 3D dont on aura besoin. Enfin voilà, faire en sorte qu'aussi, ça c'est vraiment aussi l'idée que alors un joueur débutant qui n'a pas le matos chez lui, ou alors quelqu'un qui est en vacances et qui a oublié ses dés ou Mhm. oublié son matos de Ouais, jeu c'est de du rôle, et tout puis en un, dire, quoi. bon, Oui, allez, oui. Ouais, ouais. Mhm. tout est là, et ça permet d'avoir aussi un bel objet. Et je Ah pense oui, que oui. Sébastien Moricard sera plus à même d'en parler de la qualité de l'objet parce que D'accord, ouais. il a fait il l'a sous les yeux, il le bichonne, il dort avec. Je pense que là, oui, il adore. Non, vraiment, je pense que ça sera très très beau. Ouais, ça a l'air chouette. Ben, j'ai regardé tout à l'heure, vous êtes à plus de 300%, hein. Alors Ouais. c'est certainement un peu tôt pour poser la question, quoi, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait d'autres adaptations Lovecraftiennes comme ça, ou je sais pas, vous en avez déjà parlé, Alors, ou c'est. on en a déjà parlé. Je vais être franc, hein. Alors, Hmm. déjà, c'est vrai qu'il y a Sébastien et puis Eldercraft en général est une petite structure. Donc déjà, Hmm. je tiens à dire que dans ce cas-là, la campagne participative se justifie vraiment, hein. On est Oui. vraiment sur un projet qui ne pourrait pas exister autrement. Hmm. Et donc, la continuation de la gamme dépend un petit peu du succès Ouais, bien sûr. de ce financement, de cette campagne-là. Euh, Par rapport à la gamme, alors déjà, il y a marqué Cthulhu Ouais. sur le truc. Donc ça, moi, au début, j'étais là, pourquoi Cthulhu? Mais bon, Hmm. en fait, j'ai compris qu'effectivement, Sébastien, je pense, a vraiment envie qu'il y ait une gamme derrière. Oui. Moi, moi, je suis, moi, c'est un truc aussi que je serais très partant. J'adore les livres de Claude, donc je serais très partant pour en refaire un autre. Est-ce que je ferai un autre de Lovecraft? Euh, Ce que je lui ai dit, hein, je suis franc, c'est que ça dépend. Pourquoi? Alors, donc il y a deux choses. C'est que voilà, moi, je le ferai que si j'ai une idée qui le Mhm. justifie.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment, je trouve, de produits dérivés Lovecraft, et je ne vais pas jeter la pierre aux autres produits dérivés Lovecraft, puisque j'en ai produit au moins 2 avec le tarot et ça. Et donc, je ne peux pas dire les miens sont meilleurs et les autres, Oui. absolument pas le cas. Mais vraiment, j'ai vraiment, j'essaye vraiment. Il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait un cœur, en tout cas, il faut qu'il y ait une âme à ces projets-là. Faut qu'ils aient une raison d'être. Il faut qu'ils aient faut qu'il y ait une envie, quoi. Faut pas que j'ai pas envie de le faire juste parce que ça marche, Oui, quoi, bien ou sûr. parce que ça Ouais. serait, même si c'est pas l'envie qui manque, parce que Lovecraft est un univers que j'aimerais faire. Mais je dois admettre, c'est pas une question même d'overdose, mais c'est qu'avec entre ça, qui a vraiment été l'exploration d'une nouvelle, et puis le livret que j'ai fait avec le tarot, où là j'ai vraiment essayé d'insérer l'intégralité de l'œuvre Lovecraftienne dans vraiment un hommage. Autant dans Innsmouth, c'est vraiment l'hommage stylistique Ouais. de la langue, d'un côté de la langue, d'un autre, une exploration, essayer de pousser dans le maximum dans toutes ces ramifications, une nouvelle donnée. Avec le tarot, j'ai vraiment essayé de tenter voilà, d'unifier totalement l'univers Lovecraftien. Ça a déjà été fait, hein, bien sûr, mais là, dans ce cas-là, j'ai vraiment essayé de pousser, vraiment de pousser le cran de l'hommage à 11, quoi. Et donc, je me dis, bon, bah, si j'en fais un autre, il faut que je dépasse ça, quoi. Il faut que je fasse encore mieux. D'accord. Il faut que moi, je me dise, bon, bah, faut que l'hommage vaille le coup. Ouais. Parce que je peux pas imaginer de faire ça sans que ce soit un hommage finalement à Lovecraft. C'est aussi ça, peut-être aussi ça que la seule chose peut-être qui me démarque entre guillemets, c'est que je me sens pas comment dire, la je saurais pas comment dire, pas le mot m'échappe, mais j'aimerais, enfin, il faut que ça passe par, voilà, il faut que je puisse rendre hommage à Lovecraft, rendre un minimum de ce que lui m'a donné, quoi, si tu veux. En tout cas, ça me donne cette impression, pas forcément que le lecteur ait cette impression-là, mais que moi, pour le faire, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai une idée forte. Et là, en l'occurrence, je vais pas mentir, mais je l'ai pas. J'ai beau réfléchir. Alors après, et puis faire la même chose avec une autre nouvelle. Alors, il y a peut-être des nouvelles qui s'y prêtent, mais autant qu'Innsmouth, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a effectivement les montagnes hallucinées, mais les montagnes hallucinées, on est sur, voilà, effectivement, il y a une exploration, il y a tout ça comme ça, mais par exemple, on regarde une nouvelle comme je vois difficilement comment le faire dans le cas dans l'abîme du temps, ou dans enfin, tu vois, même l'appel de Cthulhu a une construction. Alors on pourrait Puis il y a tellement d'intervenants, enfin c'est un peu compliqué. Voilà, on pourrait prendre des scènes, des choses comme ça, mais voilà, bon, après Sébastien a d'autres idées pour essayer de m'appâter, et il n'est pas loin d'y arriver en plus, le sagouin, mais en l'occurrence, voilà, vraiment ce que je veux dire, c'est que il faudrait vraiment que j'ai une idée et que j'ai une envie forte et que ce soit pas simplement ça marche, donc allons-y, quoi. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment et que cette discussion vous a donné envie d'en savoir plus sur ce beau projet, le Pacte d'Innsmouth. Pour ma part, j'ai été ravi d'échanger avec Maxime et j'en profite pour le remercier encore. À vrai dire, on aura encore de quoi faire un deuxième podcast. Alors, à bientôt sur Radio Migo.